Le webinaire d'aujourd'hui est présenté dans le cadre du projet Optimiser l'urbanisation qui bénéficie de l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On remercie également Hydro-Québec, notre partenaire pour la programmation annuelle. Pour le webinaire d'aujourd'hui, on a au programme 3 panélistes, Sylvain Grisot, Gabrielle Laferrière et Benjamin Decquière, qui vont vous faire part de leurs réflexions sur la réutilisation d'espaces urbains. Avant de les présenter tour à tour et de leur donner la parole, je vais passer la parole à Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, pour introduire le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Christian, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, bon midi. Merci encore une fois d'être présent à notre série de webinaires, quand même toujours assez populaire. Sujet un petit peu plus pointu, on avait le goût de se faire plaisir avec ce webinaire-là, de parler d'un aspect qu'on parle un peu moins souvent, peut-être un peu moins documenté, mais qui est là dans notre quotidien. Parce qu'effectivement, vivre en ville, on a l'habitude de parler de requalification, de consolidation urbaine, de reconstruire la ville sur la ville. Avec les années, cette thématique-là a été de plus en plus associée à la densification résidentielle, qui est incontournable. Mais on avait le goût de revenir, le temps d'un petit webinaire de midi, de revenir à une réflexion plus large sur la transformation des lieux, des infrastructures qui répondent plus aux besoins d'aujourd'hui, parfois des infrastructures assez lourdes, parfois plus légères, parce que les opportunités sont là, sont multiples. Il y en a partout, comme je le disais, à des échelles qui sont variées. Ça va du dépotoir, on a qu'à penser à Miron, à Montréal, mais jusqu'aux cabines téléphoniques, en passant par les quais, les friches d'Hydro-Québec, postes de transformation, anciennes lignes hydroélectriques, les moulins hein, dans les villages, tous des lieux qui sont souvent positionnés des endroits stratégiques qui peuvent devenir d'autres choses. Euh, il y a toujours eu des infrastructures obsolètes qu'on a à se réapproprier, que le rôle change avec le temps, toute la perception qu'on en a. À un certain moment, certaines infrastructures pouvaient être vues comme un moteur économique, mais maintenant qui deviennent des symboles de dévitalisation. Cet exemple, avoir une meunerie dans un village, ben, c'était quelque chose d'important, mais lorsqu'elle est plus utilisée, ben, ça devient quelque chose, un bâtiment rouillé, puis qui devient plutôt un symbole de dévitalisation. Une mine, par exemple, pouvait être vue comme une carrière, était vue comme un élément économique important avec des emplois. Maintenant, c'est plus important. Même nos lieux de rassemblement, comme les églises, qui ne le sont plus autant aujourd'hui. Il y a même des infrastructures de mobilité qui servent à connecter les personnes. On peut penser au chemin de fer, qui était vu comme un moteur économique, mais maintenant qui sont vus surtout comme des barrières ou parfois même des barrières abandonnées et qui doivent être reconverties. Tout ce type de lieux-là, donc, sont à réfléchir. Parce que les besoins évoluent. Quel rôle on veut leur donner? Comment on fait pour accélérer le changement qui est en devenir? Comment faire pour qu'est-ce qui est les usages d'hier qui sont peu utilisés deviennent utiles aujourd'hui? Ben, c'est un des objectifs de la petite discussion d'aujourd'hui. Et j'aurais tendance à dire que si on a eu le goût de parler de ça, c'est parce qu'il y a aussi urgence. Hein, on le sait, on fait face à une crise climatique. On fait face à une crise de l'habitation et dans les transitions nécessaires pour faire face à ces crises-là vont nécessiter de l'espace, vont nécessiter du territoire. Et toutes ces infrastructures-là, des huettes, ben, c'est des opportunités très souvent, des endroits bien placés, des endroits qui sont un peu gaspillés et qui ne contribuent pas à la transition actuellement et qu'il faudrait accélérer. On dit qu'on manque de logements, mais pensez au nombre d'institutions à caractère, à caractère hospitalier, par exemple, à Montréal, qui ne sont pas réutilisés pendant qu'on manque d'unités d'habitation. Donc, il y a vraiment une urgence d'accélérer la transformation de ces infrastructures urbaines-là de tout acabit. C'est ce qu'on voulait mettre au cœur, un peu au cœur de notre propos aujourd'hui. Donc, c'est des questions qu'on vous propose d'explorer aujourd'hui avec différentes lunettes, une réflexion plus théorique,
une discussion sur les processus en terminant avec un exemple concret. Je remercie donc nos panélistes d'être là. Je vous souhaite un bon webinaire, puis au prochain, dans mon cas, mais je vais écouter le début. Donc, merci beaucoup, mais je vais quitter l'écran. Donc, merci beaucoup, puis merci Joël pour l'animation. Merci beaucoup, Christian, pour la mise en contexte. Donc, c'est maintenant le temps de se tourner vers les invités qu'on a réunis aujourd'hui, à commencer par Sylvain Grisot. Donc, Sylvain est urbaniste et fondateur de Dixit.net, une agence de conseil et de recherche qui accompagne les acteurs de la ville dans des projets de transformation du tissu urbain existant, en misant notamment sur l'urbanisme circulaire. Consultant, conférencier, enseignant et chercheur, il publie en 2024 Redirection urbaine sur les chantiers de l'adaptation de nos territoires. Il est aussi l'auteur du Manifeste pour un urbanisme circulaire et de Réparons la ville, coécrit avec Christine Lecomte. Sylvain, merci de vous joindre à nous depuis la France. Donc, la parole est à vous pour lancer les conférences d'aujourd'hui. Écoutez, merci d'être là, merci pour l'invitation, puis merci à Vivre en Ville pour tout ce travail de défrichage sur ces sujets-là et sur d'autres, qui très clairement aujourd'hui inspire aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, on m'a demandé de faire une petite incartade, une petite incursion dans le monde de l'urbanisme circulaire. Je vais reprendre un peu le cadre amorcé par Christian sur cette question d'urgence. Ça me semble important qu'on se le dise. Pourquoi il faut faire autrement? Aujourd'hui, on est face à une sorte d'impasse dans la fabrique de la ville, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, une impasse à plusieurs facettes. Il faut qu'on comprenne que la façon dont on fabrique aujourd'hui nos villes est au cœur des trois crises. La crise climatique, mais aussi la crise de la biodiversité, aménager les espaces, c'est à la fois émettre des pollutions et surtout consommer du sol, consommer de l'espace, donc une atteinte à des espaces qui peuvent permettre à la biodiversité tout simplement de prospérer. Et puis une consommation de ressources, une consommation massive de ressources, notamment minérales, pour faire la ville, mais aussi des ressources énergétiques, des ressources spatiales, etc., etc. Ça veut dire que en tant que faiseur de ville, on est quelque part au croisement des responsabilités. Mais si on est à la cause, à la source des problèmes, ça veut dire qu'on peut être aussi à la source des solutions. Mais regardons déjà quand même ces impasses-là. La première des impasses, c'est la monoculture automobile. Quand Henry Ford sort la Ford T en 1908, il sort un véhicule. C'est un objet, un véhicule, mais il change la ville. Il change la ville, il change les territoires, et il change aussi quelque part notre façon de penser les territoires. 1908, la première Ford T sort des usines de Détroit. Il faut quelques années pour que la voiture commence à envahir les rues américaines, à tel point qu'il faut réorganiser la ville. Et tout ça commence en 1925 à Los Angeles, évidemment, l'épicentre de la culture automobile et état pétrolier s'il en est. C'est le moment où on demande tout simplement aux piétons de rester sur le trottoir. On vient hiérarchiser l'espace public, chacun à sa place, et plus exactement, on va repousser tout le monde sur la périphérie pour finalement transformer nos rues en routes. Le piéton reste sur le trottoir et on commence cette adaptation de la ville à la voiture. 1925, c'est donc il y a moins d'un siècle. On va bientôt fêter ce siècle-là. Je ne sais pas si on va le fêter en grande pompe, et en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qu'on essaie de réinverser. Donc, on a une voiture qui transforme nos villes, mais pas seulement. La voiture, elle vient transformer aussi nos territoires. Elle vient transformer nos territoires avec finalement une transposition des modes du faire la voiture, cette industrialisation sur la base d'une standardisation pour baisser les prix et massifier la production. Finalement, on a une traduction de ces modes de production après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, dans la périphérie de New York, avec l'invention du suburb américain, avec les premières Lewiton en 1949 sur Long Island, sur lequel on va faire cette transposition du mode de la fabrication de la voiture au logement. C'est la maison sur catalogue, la standardisation de ses produits, la construction hors site sur un foncier standard qui ne peut pas être un foncier urbain, qui est trop biscornu, compliqué, et on le voit bien avec aujourd'hui les opérations de densification plus ou moins douces qu'on fait. On voit bien que le foncier urbain est complexe. Et donc, ils sortent de New York. Ils sortent de New York pour trouver un terrain plat, un terrain accessible et un terrain pas cher. J'ai nommé des sols agricoles. Et les terres agricoles deviennent finalement, au tout début des années 50, une forme de matière première de la fabrique de la ville.
Et donc, on a cette double transposition, hein. La voiture prend de la place, mais elle change aussi les modes de pensée de la fabrication de nos territoires en permettant la séparation des fonctions et finalement de ne plus penser, de ne plus intégrer la question des mobilités dans l'équation urbaine. Parce qu'il y a toujours une voiture et une route pour aller d'un point à un point B. On peut donc séparer les fonctions et quelque part dissoudre la ville. Deuxième impasse, hein, qui est la conséquence de ça, à partir du moment où on peut finalement se positionner un peu où on veut, on n'a plus d'enjeu de proximité, proximité immédiate ou proximité à des transports en commun lourds comme le tramway, hein, qui a marqué un certain nombre de villes nord-américaines. Et ça va permettre l'étalement urbain, le sprawl, l'artificialisation des sols. Chacun prendra ses termes, hein, un phénomène qui démarre finalement assez tard, y compris aux États-Unis, hein, plutôt à partir des années 60, avec la diffusion du réseau autoroutier notamment. C'est bien l'omniprésence de la route et l'équipement des ménages qui permet la diffusion d'un modèle de développement urbain, qui a des impacts, hein, qui a des impacts sur notre capacité de production agricole, évidemment, puisqu'on va s'appuyer essentiellement sur des sols agricoles et parfois naturels, donc une atteinte directe aux écosystèmes, hein, par l'aménagement d'espaces qui accueillaient des milieux, des milieux naturels, mais aussi par la fragmentation des milieux, par la multiplication des infrastructures, notamment des infrastructures linéaires, et puis une forme d'emballement, hein, du système. La voiture permet l'étalement et l'étalement génère la voiture, hein. C'est la spirale de la mort, hein, pour ce cancérologue canadien. Et puis, troisième impasse, hein, celui de la consommation de ressources et des émissions de polluants. Aujourd'hui, dans le monde occidental, le premier consommateur de ressources matérielles, hein, c'est la fabrique de la ville. En France, aujourd'hui, l'émission de déchets par la fabrique de la ville, par le bâtiment et les travaux publics, c'est 8 fois plus de déchets que les ménages, hein. Donc, on a une forme de disproportion, une importance extrêmement structurante, hein, sur les flux du métabolisme urbain associé à la fabrique de la ville. Et puis une impasse climatique, hein. Évidemment, on a en Europe à peu près la moitié, hein, du budget carbone des ménages qui est associé directement ou indirectement à la fabrique de la ville. C'est évidemment le logement, les bâtiments, hein, la construction et le fonctionnement des bâtiments, mais c'est aussi la mobilité du quotidien qui est dictée par la forme de la ville. En fonction de la forme de la ville, on va pouvoir ou pas s'appuyer sur des mobilités décarbonées. Et aujourd'hui, c'est plutôt, on va pas pouvoir, évidemment, hein. Alors, cette équation-là est d'autant plus importante, évidemment, en Amérique du Nord et notamment au Canada. Mais dans l'impasse climatique, on a la question des émissions de CO2 ou équivalent CO2 de la fabrique de la ville, mais aussi du choc climatique, hein, parce que si la ville impacte le climat le rend bien à la ville, hein, qui est vraiment en première ligne, à la fois des inondations, hein, du recul du trait de côte, des canicules, hein, tout ça, c'est toujours la ville qui est en première ligne, des cyclones ou même des feux de forêt, hein. Ici, on est à Lighton, vous vous en souvenez, hein, on est en juin 2021. Qui est une illustration importante, hein. Lighton bat pendant 3 jours les records de température mondiaux, hein, pour s'arrêter à 49,6 degrés. Et le 30 juin, Lighton brûle à 80% à cause d'un feu de forêt. Le territoire n'est pas soumis au risque incendie, hein. C'était pas un risque identifié. Et par ailleurs, la température moyenne à Lighton, c'est 25 degrés et pas 50. Et c'est une illustration importante et une forme d'incompréhension qu'on a souvent sur l'impact du bouleversement climatique sur le climat et notamment sur la ville. Le bouleversement climatique, c'est pas que des coups plus fréquents et plus violents, hein. C'est aussi une nouvelle géographie des risques qui est en train de s'établir. Les grandes inondations de Gatineau, hein, ont touché des territoires qui n'avaient jamais connu le risque d'inondation. On a une nouvelle cartographie des risques qui est en train de se dessiner sous nos yeux et qui vient évidemment questionner les territoires qui sont concernés, mais surtout qui vient complètement battre en brèche la façon dont on gère les risques urbains. On a pris pour habitude de regarder le passé, hein, de regarder les événements, les crues de référence, etc. C'est en regardant le passé qu'on anticipe l'avenir, qu'on vient modéliser les coûts du futur. Et en fait, on est aujourd'hui confronté à une forme d'inconnu, hein. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas quelle sera la nature des risques sur un territoire, on ne connaît pas la géographie des risques futurs. Parce qu'on a des inconnus scientifiques et parce que surtout, on a une variable extrêmement sensible, hein, dans l'équation, sur lequel on ne sait pas bien dire ce qui va se passer. Cette variable, c'est nous, en fait. L'inconnu de l'équation, l'inconnu essentiel, c'est nous, notre capacité à décarboner nos modes de vie, notre économie, qui va dicter, hein, finalement le rythme à la fois de la montée des eaux, la fréquence des événements cycloniques, etc., etc. Et ça, on ne sait pas.
Donc, on sort d'une logique de prédiction, de modélisation, sur lequel on gère plus ou moins bien les risques, mais des risques connus, pour rentrer finalement dans l'inconnu. Ça veut dire que ceci n'est pas une transition. Alors là, je prends le terme de transition tel qu'il est galvaudé en Europe et notamment en France, transition qui est souvent synonyme de transition douce, de ne tout changer pour ne rien changer, de changement de carburant dans la voiture, mais sans remettre en cause ni le véhicule, ni le mode de vie qui va avec. Je sais qu'au Québec, il y a une forme de radicalité à la transition, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. C'est pour ça que je me permets d'employer ce terme de redirection pour marquer une forme de brutalité du changement. Parce qu'on a face à nous trois grands enjeux, et quand je dis face à nous, c'est pas pour un horizon lointain, c'est 2050. 2050, c'est tout à fait l'horizon d'arbitrage d'un projet de construction, d'un projet d'aménagement urbain, d'un projet urbain, de la planification d'un territoire. Pour 2050, on a trois enjeux qui sont très clairs. La décarbonation de la ville, comment faire notre part dans l'atténuation du réchauffement climatique en venant décarboner nos modes de vie, nos modes de production de l'urbain, etc., etc. On sait que la marche est extrêmement haute et que le chantier est à peine entamé. Deuxième chantier, celui de l'adaptation, parce que le climat change quoi qu'il en soit. Et aujourd'hui, nos espaces urbains, nos logements, nos bureaux, mais aussi nos espaces publics sont inadaptés au climat de demain, notamment par rapport à les nouvelles amplitudes du régime de pluie, mais aussi par rapport aux canicules estivales. Le chantier est important. Et puis troisième point, ce que j'abordais tout à l'heure, cette question de la nouvelle résilience. Comment on apprend finalement à gérer les coûts, à gérer les risques, pas dans la modélisation et l'anticipation, mais dans le fait de se préparer à tout. Et là-dessus, les inspirations québécoises et canadiennes sont utiles à tout le monde. En fait, finalement, on va passer d'une forme de ville facile, sur lequel les ressources sont là, et quelque part, on a industrialisé la production de la ville par une série d'objets immobiliers en cherchant à retrouver des formes de masse critique par des grandes opérations et surtout en concentrant notre attention à la construction neuve. On va passer de la ville facile à la réparation de la ville, sur lequel finalement venir travailler les bâtiments qui sont là, mais aussi regarder les espaces délaissés, mais d'ores et déjà urbanisés, va devenir l'exercice principal, doit devenir l'exercice principal de l'urbanisme ou de la fabrique de la ville. Finalement, c'est passer d'une forme d'urbanisme linéaire dans lequel on vient consommer du sol pour produire des objets urbains qui sont avec des formes d'obsolescence programmée. On l'a vu avec des infrastructures, mais on le voit aussi avec des équipements publics, on le voit aussi avec du logement. On a un parc de bureaux qui a une obsolescence accélérée, on a des parcs commerciaux, des malls dont l'obsolescence s'accélère, etc. Mais c'est finalement la poubelle de la fabrique de la ville, et on a tendance à laisser les friches pour aller chercher de nouveaux espaces, chercher de nouveaux sols. On doit passer d'une forme d'urbanisme linéaire à une forme d'urbanisme circulaire. L'urbanisme circulaire, c'est se dire qu'on va d'abord chercher la réponse à nos besoins dans les espaces déjà urbanisés. Et dans ces espaces, on a avant tout déjà des bâtiments qui sont là, avec une capacité à mieux utiliser les bâtiments. Donc, travailler les temps de la ville, travailler les questions des usages de façon à utiliser non pas des espaces vacants, mais des temps morts. Ils sont nombreux. Voilà, c'est vos bureaux le soir, c'est les écoles le week-end, les universités pendant l'été, etc., etc. On a pléthore d'espaces qui sont bâtis, qui sont chauffés, on peut utiliser finalement, ou en tout cas uniquement une partie du temps. Ça, c'est l'intensification des usages de l'existant. La deuxième des boucles, c'est la transformation. Éviter de démolir. Démolir, c'est produire des déchets et c'est finalement perdre aussi toutes les émissions carbone qu'on a investies dans un bâtiment. Transformer, c'est donner une seconde vie à un bâtiment alors qu'on a comme réflexe habituel de démolir pour reconstruire. Ce réflexe, qui est finalement tout à fait la ville facile, qui permet de rentrer dans l'optimisation de nos processus de production de la ville, il va falloir s'en défaire parce que les consommations de ressources associées à ça et les émissions de carbone deviennent intolérables. Et puis la deuxième des boucles de l'urbanisme circulaire est associée aux espaces urbains, non pas aux bâtiments existants, mais aux espaces déjà urbanisés par la densification sur lequel vous travaillez, densification résidentielle, mais pas seulement, densification dans des espaces économiques, etc., etc. Venir construire des bâtiments neufs dans des périmètres urbains, la construction vers l'intérieur, comme il me semble qu'on dit chez vous. Et puis le recyclage, c'est les boucles de démolition-reconstruction. C'est la dernière des boucles, elle émet des déchets, elle nécessite de construire du neuf, mais on est, quoi qu'il en soit,
dans une forme d'économie, de sobriété de foncier, notamment de foncier agricole ou naturel. Et puis, comprendre aussi qu'on a des besoins de boucle inversée, c'est-à-dire de renaturation d'espaces urbains. On va le voir notamment pour mener ces grands chantiers de l'adaptation. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à inventer. On sait faire. On a aujourd'hui des acteurs qui font déjà chez vous. Et j'ai d'ailleurs passé pas mal de temps à le documenter. Meilleure utilisation des espaces. On utilise des cours d'école, par exemple, le soir et le week-end dans les quartiers de Montréal. Transformation de bâtiments. On a pléthore d'exemples. Dans les villes québécoises, de réutilisation, de changement d'usage de bâtiments emblématiques. La question, c'est comment on passe à des bâtiments banaux. Une église de quartier, etc. Et je sais qu'il y a des acteurs qui réfléchissent dessus, notamment Entremise au Québec. Et puis, sur la question de la densification, vous travaillez dessus depuis des années, ou du recyclage, notamment de recyclage de grandes friches. On a pléthore d'opérations qui sont aujourd'hui connues et menées au Québec. Donc, rien n'a été inventé. Moi, j'ai strictement rien à inventer en parlant d'urbanisme circulaire. La question, c'est comment ça devient la priorité. Comment on commence par ça avant de penser à faire du neuf dans la périphérie, à faire du neuf dans les quartiers, les plus distants. Parce qu'on a des grands chantiers à mener et tout ça va être basé sur ces boucles de l'urbanisme circulaire. Ces grands chantiers de l'adaptation, ils sont 6, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'ils sont d'une ampleur tellement importante qui nécessite qu'on ait une forme de focalisation de la fabrique de la ville sur ces chantiers-là. Le premier, c'est celui de la canopée, à la fois pour rafraîchir nos espaces urbains, mais aussi pour retrouver des sols perméables de façon à limiter les risques d'inondation associés à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste quelques avancées de trottoirs végétalisés, ce n'est pas juste quelques arbres en plus au milieu du parking entre les voitures, c'est un caractère absolument massif et il faut considérer cette nouvelle canopée dans nos espaces urbains, une canopée vitale, comme étant une forme de nouvelle infrastructure, comme une forme de nouveau tramway avec le caractère exceptionnel qu'on donne à ces projets-là en termes de moyens et surtout en termes de capacité à trouver de la place, à trouver du sol. Le deuxième des chantiers, c'est celui des temps. C'est travailler les temps morts finalement de nos villes, travailler des bâtiments qui vont changer en fonction des saisons, comme au marché Jean Talon, ou travailler sur le temps de l'occupation temporaire, comme à la cité des Hospitalières, sur lequel on vient tester des usages. Le chantier du bâti doit être le chantier de la seconde vie, sur lequel on perd finalement ce réflexe de la démolition. On a une forme de procès aujourd'hui qui est fait avec des jurés qui prennent même pas le temps de réfléchir et sur lequel l'accusé est coupable. Fin de l'histoire et ça sert à rien de se poser la question. On va démolir pour reconstruire. Finalement, c'est plus simple et c'est plus économique. Ben non, ça doit plus être le réflexe et quelque part, on doit chérir tout ce qui est là, même les bâtiments de base, les bâtiments banals finalement, ils font partie de notre patrimoine, notre héritage, ne serait-ce que par la consommation de ressources et les émissions de carbone qui sont associées. On a une forme d'inversion. Il faut comprendre que le bâtiment bas carbone aujourd'hui, c'est surtout le bâtiment qu'on n'a pas construit. Le levier essentiel de la décarbonation, c'est pas sur les matériaux, c'est pas sur l'isolation, c'est le fait de ne pas construire en utilisant mieux les bâtiments, c'est le fait d'éviter de déconstruire et donc d'éviter de perdre les matériaux et l'investissement carbone qu'on a fait, ou le fait d'être sobre sur nos mètres carrés et finalement d'utiliser moins de mètres carrés pour le même usage. C'est donc sur les enjeux de programme, sur les enjeux de stratégie et pas sur les enjeux de technique qu'on a à gagner sur le carbone du bâtiment. Le quatrième sujet, il est au cœur de notre échange, c'est celui de l'espace urbain. Comment on vient chercher dans les entrées de ville, dans les espaces commerciaux, dans les infrastructures urbaines, des espaces qui sont des espaces qui finalement n'ont plus d'usage urbain et en passant par une déconstruction, par une dépollution, vient finalement régénérer des espaces de façon à être sobre en consommation de foncier, à développer finalement des alternatives à l'étalement urbain. C'est plus compliqué, mais on sait faire. La question, c'est comment est-ce qu'on change finalement les règles du jeu pour que ça devienne le nouveau normal. Et puis, ça pose la question du foncier, ça pose la question finalement de la gentrification sociale et fonctionnelle de nos espaces urbains. Et on voit bien que la question de la propriété du sol devient une question non plus accessoire, non plus économique, mais une question absolument centrale et stratégique. Elle doit devenir une question politique et je sais que ça fait partie des débats qui touchent
votre territoire. Et puis sur la question de la planification, hein, comment aujourd'hui on sort d'une logique d'organisation de la croissance à une appréhension collective, un débat finalement, une nouvelle prospective autour de nos fragilités, hein. Comment on commence par là plutôt que de se faire rêver avec des scénarios de futur qu'on imagine, hein, toujours pléthoriques, toujours de croissance, toujours brillants et clignotants. Parfois des futurs inconfortables, hein, parce qu'on est bien confronté à ça. On est à la fois confronté à des inconforts associés à la montée des risques, mais aussi à des inconnus, hein, et l'incapacité de se choisir un futur. Et aujourd'hui, la question de la prospective territoriale devient un sujet non plus de technicien, mais doit sans doute devenir un vrai sujet politique, un vrai sujet démocratique, un objet de débat, un objet de dialogue institutionnel. Et on est extrêmement attentif, notamment aux travaux que font les Québécois de chemin de transition sur ces questions-là. Voilà. Pour en savoir plus, évidemment, vous vous reporterez à mon bouquin, hein, Redirection urbaine, sur lequel je fais des retours terrain, notamment des retours du Québec, notamment d'ailleurs des retours de vivre en ville qui sont particulièrement intéressants pour nous en Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain, pour cet aperçu de l'urbanisme circulaire, mais aussi de nous avoir donné les différentes pistes qui sont déjà à notre portée. Donc, on va maintenant s'intéresser au processus de reconversion et de transformation avec notre deuxième invité, Gabriel Laferrière. Gabriel est formé en urbanisme ainsi qu'en études urbaines. Durant sa maîtrise, il s'est entre autres intéressé au processus permettant la requalification de bâtiments industriels. Aujourd'hui membre de la coopérative en patrimoine Passerelle, qui l'a rejointe en 2021, il travaille sur une diversité de mandats, dont des accompagnements en vue de requalification qui lui permettent de s'intéresser au patrimoine bâti avec un regard en constante évolution. Auparavant, Gabriel a travaillé comme agent de développement en patrimoine pour Culture Shawinigan et réalisé des mandats de recherche pour la Fédération Histoire Québec. Parallèlement à ses expériences professionnelles, il s'est aussi impliqué au sein du Conseil jeunesse de Montréal, du Comité de relève d'Héritage Montréal et auprès de l'espace Ville Autrement. Donc, Gabriel, c'est maintenant à toi. Il faudrait juste que tu allumes ton micro. Mais sinon, on voit très bien ta présentation. Formidable, tu as réussi à lire sur mes lèvres. Désolé pour ça. Merci Joël, merci Sylvain, ça met très très bien à la table. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là. Dans le cadre de ce panel sur le recyclage d'infrastructures urbaines obsolètes, je vais vous parler des processus qui permettent la reconversion de bâtiments industriels et religieux. Vous l'avez peut-être compris, mais j'ai une déformation professionnelle parce que je travaille en patrimoine, donc ça va être un peu axé sur le patrimoine aussi. Puis je vais profiter de cette occasion pour mettre de l'avant quelques enjeux qui sont associés au processus de conversion, puis pour proposer un certain nombre de pistes de solutions. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais vous partager une définition là, pour qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde. Donc, Emmanuel Réal définit la reconversion comme une pratique qui exprime la volonté consciente et raisonnée de conserver un édifice dont la valeur patrimoniale est reconnue, tout en lui redonnant une valeur d'usage qu'il a perdue. Le changement d'usage qui s'opère alors nécessite l'adaptation du bâti à ce nouvel usage, mais les transformations s'effectuent dans le respect du lieu et en conservant la mémoire de la fonction originale. Essentiellement, la reconversion d'un bâtiment patrimonial est un exercice combiné qui associe la restauration des parties protégées ou intéressantes et la réinvention de celles qui ne le sont pas. J'ai regroupé ici quelques retombées là, qui sont généralement associées à la reconversion. Je ne vais pas toutes les présenter en détail, mais je vous laisse un petit moment pour les regarder néanmoins. L'essentiel, c'est de retenir qu'il s'agit d'une pratique durable à laquelle sont associées des retombées à la fois économiques, environnementales et socioculturelles. Donc, souvent dévalorisés parce qu'associés avec une fermeture ou en raison de leur mauvais état, les bâtiments industriels présentent pourtant un réel potentiel pour la reconversion. Ces immeubles construits afin d'être adaptés à des besoins en constante évolution possèdent plusieurs caractéristiques qui favorisent leur transformation. On peut notamment penser à une enveloppe robuste, une structure solide parce qu'on y avait souvent des grosses machines, de grands espaces pour justement faciliter le travail, ainsi qu'une fenestration abondante pour assurer un éclairage.
La localisation avantageuse de ces bâtiments, proches de cours d'eau, au centre des villes, et leur cachet peuvent également jouer en leur faveur du point de vue de la reconversion. En 2019-2020, j'ai étudié le processus de en fait, juste le mentionner, mais j'utilise requalification puis reconversion. C'est deux termes qui s'équivalent. Là. Les deux réfèrent à la définition que j'ai mis plus tôt. Donc, en 2019-2020, j'ai étudié le processus de reconversion porté par des organismes à but non lucratif qui devaient permettre la transformation de deux bâtiments industriels. Un premier cas était situé à Montréal, puis un second à Birmingham, au Royaume-Uni. Ce qui m'a permis, en plus de documenter deux processus, d'étudier un peu les différences entre ces deux contextes. J'ai volontairement choisi des projets de reconversion en cours, mais n'ayant pas atteint la phase de construction, afin de mieux documenter ce qui peut contribuer ou nuire à ces démarches. À Birmingham, les premiers jalons de la démarche visant à requalifier Junction Work, qui est le bâtiment qui devait être transformé, ont été posés en 2015. Ça va prendre un peu plus de 5 ans au porteur de projet pour développer son programme architectural, sécuriser le montant nécessaire à la réalisation des travaux d'une première phase, à aller chercher les permis et à débuter les travaux. Donc, en 2002, justement, cette première phase-là a été terminée, puis on préparait la seconde phase de transformation du bâtiment. Du côté montréalais, la démarche que j'ai étudiée devait permettre la requalification de la tonnellerie. C'est une démarche qui est entamée en 2010, mais qui ne va pas connaître le même dénouement qu'en Angleterre. Ici, les travaux ne sont toujours pas entamés et rien ne semble, en tout cas à ma connaissance, il n'y a rien qui semble indiquer qu'en ce moment, la requalification va se faire. Donc, il existe plusieurs cas de figure en matière de requalification. Une démarche portée par un organisme privé ou public serait nécessairement différente de celle que j'ai étudiée. De la même manière, probablement que d'autres démarches portées par des organismes non lucratifs seraient différentes de celles que j'ai étudiées. Mais l'étude de ces deux cas me permet néanmoins d'identifier certains enjeux qui témoignent d'un manque à gagner du côté québécois. Donc, voici essentiellement mes constats. L'étude de Coriel a mis en évidence la complexité et la longueur du processus de reconversion. Pour contribuer au succès des projets de transformation, il est primordial de faciliter le travail qui les rend possibles. Diminuer les délais et soutenir financièrement les initiatives m'apparaissent être les deux moyens les plus efficaces de travailler en distance. Mon étude de cas a effectivement permis d'identifier le financement comme étant l'un des principaux enjeux. Du côté québécois, tout particulièrement, ce financement est difficile à obtenir puisqu'il sous-entend de l'autre démarche auprès d'institutions et que les montants alloués sont souvent conditionnés à l'obtention d'autres subventions. Les longs délais associés à ces démarches ont tendance à exclure le dynamisme des projets de reconversion et mènent dans bien des cas à leur échec. Au Québec, le cadre qui permet d'assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine n'est, ou plutôt n'était, pas optimal. Donc, jusqu'à tout récemment, ce cadre assurait l'identification de biens patrimoniaux, mais il n'assurait souvent pas leur protection ou leur maintien en bonne état. Cette situation pourrait changer avec l'obligation récente pour les municipalités d'adopter un règlement de démolition qui doit permettre d'empêcher la démolition injustifiée de bâtiments patrimoniaux et l'obligation d'adopter un règlement sur l'occupation et l'entretien des immeubles. Mais il reste à voir si ces nouveaux outils pourront être mis en application de manière efficace compte tenu des moyens souvent limités qu'ont les villes. Donc, toujours en lien avec le contexte québécois, on observe que la sévérité des normes du Code du bâtiment rend dans plusieurs cas difficile l'intervention sur les vieux immeubles pour lesquels l'effort et les coûts sont considérablement plus élevés parce que justement, la mise aux normes devient assez complexe. J'ai aussi l'impression, puis là c'est peut-être un peu plus personnel, qu'un manque de sensibilisation générale et une persistance d'idées préconçues face à certains types de patrimoine rend plus difficile la valorisation et la sauvegarde de notre patrimoine québécois. De manière plus générale, l'étude du cadre anglais a rendu explicite la pertinence d'avoir des entités publiques indépendantes et financées qui ont pour mission de protéger le patrimoine. À cet égard, on pourrait assurément s'inspirer de Historic England, qui assure une vigie, rend disponible une expertise en matière de patrimoine et supporte financièrement divers projets de conservation et de reconversion en Angleterre.
Tout cela étant dit, il nous arrive aussi de bien faire les choses en matière de patrimoine et de requalification au Québec. C'est tout particulièrement vrai lorsque l'on parle de bâtiments religieux. Donc, cette dernière remarque me permet de faire le pont vers ce type de patrimoine et de vous parler du Conseil du patrimoine religieux du Québec, que je vais appeler CPRQ là, dans ma présentation pour sauver du temps. Le CPRQ, c'est une organisation à but non lucratif, dont la genèse remonte aux années 80 et qui a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois. Un peu une version de, de l'organisme dont je parlais juste avant, mais pour le patrimoine religieux au Québec. Donc, grâce à un financement public, le CPRQ administre divers programmes d'aide financière destinés aux propriétaires de bâtiments religieux patrimoniaux. Parmi ces programmes, on compte le programme qui vise la requalification des lieux de culte exodentaires patrimoniaux. C'est un programme en 2 volets. Donc, il y a un premier volet qui supporte financièrement l'incubation de projets de requalification, c'est-à-dire qui permet le développement de projets réalistes permettant de réinvestir des églises. Puis, il y a un second volet qui vise plus le financement de travaux de reconversion qui vont permettre concrètement de venir transformer les lieux de culte retenus afin d'accommoder une nouvelle vocation. À chaque année, un appel à projet permet de regrouper les demandes d'aide financière. Ces demandes sont ensuite analysées par des tables régionales composées d'experts qui distribuent les fonds disponibles aux projets les plus intéressants. Donc, voilà, l'existence du CPRQ et de ses programmes assure une meilleure conservation et mise en valeur du patrimoine religieux à l'échelle du Québec. Dans le fond, le CPRQ agit vraiment à titre de facilitateur pour les projets de requalification notamment. Son existence rend aussi accessible la requalification d'églises à des acteurs et des communautés qui ne pourraient pas porter de tels projets sans aide. On gagnerait beaucoup à s'inspirer de ce modèle efficace et périn pour assurer la défense et la transformation d'autres types de patrimoine ici au Québec. Surtout lorsqu'on considère que les églises sont des objets d'architecture qui, oui, sont extraordinaires, mais qui présentent des défis importants en matière de reconversion du point de vue architectural, ne serait-ce que par leur volume et par les matériaux qui les composent. Donc, pour vous parler un peu d'expérience, l'an dernier, avec Pascal, on a effectué un accompagnement pour la reconversion de l'église de Sainte-Louise, qui est située dans la ville du même nom. Donc, on a goûté un peu à ce programme de l'intérieur. Le travail qu'on a réalisé a rendu possible, grâce au soutien financier de CPRQ, la réalisation d'un diagnostic patrimonial, la tenue de consultations publiques, la définition d'un nouveau programme pour l'Église et la préparation d'un dossier d'avant-projet devant orienter la suite des choses. On est encore dans ce processus. Nous, on n'est plus là, mais le comité porte encore ce processus. Puis, c'est ça. On leur souhaite en fait d'être en mesure de financer la seconde partie du projet qui viserait à transformer concrètement l'Église afin de donner la vision qu'on a développée avec eux. Donc, avant de terminer, j'aimerais vous parler de 2 autres initiatives que je trouve particulièrement intéressantes. Donc, la première est le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier qui a été lancé en 2020 par le ministère de la Culture et des Communications. C'est un programme qui est aujourd'hui en cours de révision, mais qui rendait jusqu'à tout récemment disponible de l'argent pour la restauration des bâtiments patrimoniaux et pour l'embauche de ressources spécialisées en patrimoine au sein des MRC. J'imagine qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui connaissent ce programme-là parce que c'est quand même un programme qui a justement aidé plusieurs entités territoriales à mieux s'équiper en matière de patrimoine. Donc, le renouvellement de ce programme contribuerait certainement à la conservation et à la transformation de nombreux biens patrimoniaux à l'échelle du Québec et conséquemment à leur reconversion au moment venu. La seconde initiative dont j'aimerais vous parler, c'est le plan d'action pour la requalification collective qui est porté par l'ESA.
Le SAS, c'est un regroupement d'entreprises d'économie sociale et solidaire en aménagement du territoire et en design. Donc, dans le cadre de ce plan d'action, les membres de SA auront l'occasion de collaborer ou d'accompagner des groupes souhaitant transformer des bâtiments ou sites vacants. Suivant un appel à projet, 5 projets doivent être retenus et bénéficieront d'un accompagnement qui, on l'espère, mèneront à des reconversions. C'est un projet qui est en lancement, ça va être la première édition, donc tout dépendant du succès que ça va connaître, ça pourrait potentiellement être répété, mais c'est quand même un projet qui, moi, je trouve, est assez innovant et intéressant. Donc, pour conclure, j'aimerais vous inviter à changer votre perspective afin de ne pas percevoir les bâtiments industriels ou religieux comme des biens à démolir parce qu'ils ont perdu leur vocation première, mais plutôt à les considérer comme du patrimoine pouvant être mis au service d'une nouvelle mission. On vient ici un peu rejoindre ce que Sylvain disait quand il y avait sa diapositive qui disait « tout est patrimoine », donc vraiment de voir l'opportunité plutôt que l'occasion de démolir. Puis, dans la même perspective, j'aimerais vous encourager à considérer la patrimonialisation, un mot complexe, comme étant un moyen de préserver et de mettre en valeur ce type de bien et comme un moyen de rendre la reconversion accessible à un plus grand nombre d'acteurs. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir mis en lumière ces potentiels de différentes natures, mais aussi tous les processus de transformation associés à ces potentiels-là. Puis, je voulais souligner aussi ton effort à maintenir ton micro proche de ton visage. C'était super, on t'a très bien entendu. Donc, merci pour ça. Puis, j'en profite aussi pour rappeler aux participants qui peuvent nous faire part des questions pour les panélistes avec l'outil de discussion Zoom. Donc, les questions vont être transmises aux conférenciers par après lors de la période d'échange. On va maintenant passer à une échelle plus micro en s'intéressant à un objet en particulier, soit la station-service, avec notre troisième intervenant, Benjamin Docquier. Benjamin est conseiller en aménagement et mobilité durable chez Vivre en Ville. Depuis son parcours en études urbaines à l'UQAM, il a développé une compréhension élargie des enjeux d'accessibilité, de mobilité durable et de planification territoriale. Au sein de l'équipe de Vivre en Ville, il contribue à la transition environnementale des milieux de vie et au développement de modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. Soucieux de la qualité et de l'inclusivité des milieux de vie, il s'investit en tant que bénévole dans diverses activités sociales et culturelles de Montréal. Donc, Benjamin, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, je pense que tout le monde m'entend. Merci Joël pour l'introduction, merci à Gabriel et Sylvain pour vos présentations inspirantes, c'était vraiment très bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter nos réflexions sur la station-service et l'avenir de la station-service. Comme l'a dit Joël, je travaille pour Vivre en Ville, un organisme d'intérêt public qui œuvre au développement des collectivités viables. Puis, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Hop là, excusez-moi. Donc, le processus de requalification, il mène à une multitude d'interventions dont la forme et la nature va s'adapter en fait aux besoins des milieux de vie qui sont environnants. Puis, il y a une diversité en fait dans la nature et dans la taille des infrastructures qui sont rendues obsolètes. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet des stations-service, je me suis dit que ça serait bien qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce qui se passe sur les territoires, à commencer avec un premier exemple de site minier, qui est le plus grand puits minier d'amiante chrysalide au monde, qui est situé à Val-des-Sources, au Québec, qui est d'une superficie de 6 km². Puis, suite à la fermeture du site en 2012, il y a eu 2 projets de revitalisation du site. Premier projet qui est plus axé sur la mise en œuvre d'un puits de carbone avec le recyclage en fait, de matières résiduelles fertilisantes, donc pâte à papier, résidus d'épuration, etc., qui sont répandus sur le site rendu stérile par l'exploitation minière, de manière à pouvoir revégétaliser puis créer un espace de biodiversité de plus de 300 hectares. Puis le deuxième volet qui est plus axé sur des sentiers récréatifs, des centres d'interprétation, des observatoires, des festivals, etc., donc plus un centre récréotouristique. Le deuxième exemple, c'est le parc industriel avec la reconversion des Shop Angus, qui était une des plus grandes usines d'Amérique du Nord de construction de locomotives, chars, obus et autres choses diverses.
Donc là, on est plus sur la reconversion d'un parc industriel en milieu de vie complet, avec une mixité à la fois commerciale, résidentielle, des espaces de bureaux, etc. Puis la création d'un technopole qui est axé sur des questions d'économie sociale. Troisième exemple, c'est les emprises ferroviaires, un objet urbain qu'on retrouve beaucoup au Québec dans les centralités. On a pris l'exemple de la petite ceinture qui est située à Paris, donc un ensemble ferré de 32 km avec un ensemble de 30 gares, où là, on essaie de restituer en fait cette infrastructure sous différentes formes, en réouvrant différentes sections puis différentes gares, avec des projets très diversifiés. Ça peut aller d'une ferme urbaine à des jardins communautaires, des sentiers nature, des espaces d'interprétation naturaliste, des cafés, des restaurants, des centres culturels, des salles de concert, etc. Donc, c'est assez varié. Je trouve que cet exemple, bien qu'il soit hors Québec, montre à quel point on peut innover puis trouver une multitude d'usages pour une infrastructure donnée. Puis on glisse tranquillement vers la station-service avec un premier exemple ici d'une transformation de station-service en immeuble à logement à Québec. Pourquoi parler de la station-service? Eh bien parce qu'on prévoit une diminution significative de la quantité d'essence qui sera consommée par les automobiles d'ici 2035, avec une baisse estimée par l'Association canadienne des carburants d'environ 30%. En plus de ça, on voit qu'il y a déjà des premières vagues de fermeture de stations-service dues en fait à l'obsolescence des cuves d'entreposage des hydrocarbures qui sont situés sous les stations. Le coût important des travaux de changement, décontamination, etc. dissuade certains propriétaires quant à la rentabilité en fait, de ces opérations-là, ce qui accélère un petit peu plus la fermeture de ces stations. En plus de ça, l'électrification des automobiles va changer aussi les habitudes de recharge. Les personnes ne vont plus aller dans une station-service pour faire leur pleine énergie, ils vont faire leur pleine énergie chez eux, au travail, pendant des activités récréatives, ou alors dans l'interurbain à des bornes de recharge extrêmement rapides. De fait, les stations-service ne deviendront pas toutes des stations de recharge, d'autant plus que les bornes de recharge qu'on retrouve dans nos rues, en fait, n'ont pas un modèle économique qui est assez rentable pour pouvoir être déployé par le secteur privé dans le contexte québécois. De plus, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, étant donné la localisation très stratégique des stations-service aux angles d'axes structurants de transport. Puis localisé généralement dans les cœurs des milieux de vie. De plus, la station-service, c'est un objet qui a beaucoup d'externalités négatives. Au-delà de la pollution, il y a les multitudes d'entrées charretières, les va-et-vient véhiculaires, les conflits d'usage avec les trottoirs, le sentiment de sécurité des piétons, etc. etc. Donc, c'est un objet qui va nécessairement évoluer et nécessairement devenir obsolète. Donc, il y a une réflexion à mener pour savoir ce qu'on va faire en fait avec cet objet-là. Une des premières pistes, c'est la requalification du bâtiment en lui-même. Donc là, on va changer en fait la fonction tout en conservant le bâti autour de la station-service. Donc, il y a un changement d'usage dans le but de créer une communauté d'usage qui va donner de la valeur au site. Dans le premier cas, on est sur la station-service située à Verdun, plus précisément à l'île des Sœurs. Donc ici, on a créé un espace communautaire intergénérationnel avec des activités ludiques pour les personnes aînées. L'objectif, en fait, c'est d'améliorer la qualité de vie des aînés, la participation sociale, la santé physique et mentale, ce qui permet de prolonger la durée de vie en bonne santé ainsi que l'autonomie de ces populations qui vont pouvoir rester à domicile pendant une plus longue période. Un autre exemple, c'est la transformation de stations-service en espace de restauration, en espace culturel, ce qui permet de l'animation des milieux de vie, de créer des espaces de rencontres, etc. Et qui permet de garder aussi la fonction sociale de la station-service dans les milieux plus ruraux, où la station-service est aussi l'endroit où on va pour faire des courses, pour rencontrer d'autres personnes, prendre un café, etc. Une autre piste d'intervention, c'est de garder à ce moment-là la fonction de la station-service, c'est-à-dire la fonction mobilité, mais tout en changeant en fait le cadre bâti. Certaines stations-service, du fait de leur localisation hautement stratégique pour la mobilité,
sont des lieux où on peut développer de petits hubs de mobilité durable qui regroupent en fait tout un ensemble d'offres de mobilité qu'on appelle le cocktail de transport durable, axé sur l'électrification des transports, la décarbonisation, etc. Donc, il s'agit en fait de regrouper au même endroit du transport collectif structurant avec des mobilités légères partagées, donc trottinettes, vélos à assistance électrique notamment, de l'autopartage électrique, des bornes de recharge pour véhicules électriques et tout un ensemble de services de proximité de manière à créer un petit écosystème où il y a une gestion des temps d'attente, il y a une intermodalité, etc. La station-service, ça peut aussi être remplacé par des infrastructures qui améliorent la résilience urbaine de nos milieux de vie. Ici, c'est l'exemple de la place des Fleurs de Macadam, qui est un espace public multifonctionnel au cœur d'un quartier résidentiel et commercial et qui va jouer plusieurs rôles. Le premier rôle, et celui qui est vraiment majeur, c'est la gestion des eaux de pluie et des eaux de ruissellement des rues adjacentes au site, qui vont être captées à l'intérieur des îlots de biorétention, donc tous les espaces verts en fait sont des grandes éponges, mais également au centre de la place publique où on pourra accumuler jusqu'à une trentaine de centimètres d'eau, puis toute cette eau-là va être drainée de manière très lente sur à peu près 48 heures, de manière à limiter les risques d'inondation par ruissellement. Mais on a aussi des co-bénéfices avec la création de cet espace multifonctionnel, cet espace public. C'est aussi la gestion des îlots de chaleur avec la végétalisation, la déminéralisation, la réutilisation des eaux de pluie pour la brumisation en été, notamment. Puis il y a toute une médiation autour de la place avec la sensibilisation du public à la gestion durable des eaux pluviales. Puis également toute la médiation jeunesse avec des programmes de sensibilisation aux plus jeunes. Pour les aider à comprendre les enjeux des changements climatiques. Excusez-moi. La station-service, ça peut aussi devenir un lieu d'expérimentation. Le temps des projets est long, le temps de la reconversion, c'est un temps long. Et donc, la station-service, ça peut devenir un espace qui est vacant, une friche, pendant une période plus ou moins importante. De fait, il faut aussi penser à son occupation transitoire, qui a pour but en fait, d'explorer le champ des possibles du recyclage du site par l'expérimentation de nouveaux usages. L'idée, c'est de trouver des nouvelles manières d'occuper l'espace en vue de sa revitalisation sur le long terme. Donc, on teste pour savoir quelle est la meilleure chose à faire sur l'espace. L'occupation transitoire, elle peut aussi avoir pour but d'animer cet espace en attendant qu'on construise ce qu'on veut y construire. Dans le cas précis ici, c'est une occupation de l'espace public avec la création d'un jardin communautaire, place publique, espace de rencontre et végétalisation, en attendant le lancement d'un projet de 28 logements à but non lucratif. Dans tous les cas, l'occupation transitoire, elle va viser à répondre aux besoins de la collectivité ou aux besoins d'une communauté d'usagers, que ce soit pour des questions récréatives, artistiques, communautaires, commerciales ou autres. Ce qui me permet tranquillement de glisser vers la question de l'habitation. Je pense que ce ne sera pas un gros scoop de dire qu'on est dans une crise de l'habitation. Puis, les espaces où on retrouve les stations-service, de par leur localisation stratégique, sont des espaces qui peuvent accueillir des logements qui seraient bien situés dans l'espace. Ces logements, en fait, ils s'intègrent dans un continuum d'offres de logements à densité diversifiée qu'on appelle en anglais Missing Middle Housing, qui se situe entre la maison isolée puis la tour. Donc, il y a une diversité en fait, d'options résidentielles entre ces deux types d'habitations et c'est plein de potentiel. Les habitations variées en fait, permettent de tenir compte des besoins des différentes populations puis de leurs préférences résidentielles, de consolider les quartiers existants en multipliant l'offre résidentielle proche des commerces et des services et des équipements publics, puis également de respecter les caractéristiques du quartier en termes de volumétrie du bâtiment ou d'aspect architectural, etc. Également, les opérations immobilières elles peuvent s'accompagner de co-bénéfices avec la création, par exemple, d'espaces verts, de places publiques,
l'animation de la rue par des rez-de-chaussée commerciales, etc. Puis également la localisation de ces logements, souvent à des croisements de rues extrêmement passantes, permet aussi de jouer un rôle de signature visuelle dans le quartier, de point de repère et développer aussi l'affect que l'on a pour le quartier. Ceci étant dit, la reconversion des stations-service, ça ne se fait pas sans enjeux. Tout d'abord, la décontamination. Si le site a été abandonné ou fermé avant 2003, donc le moment où la loi sur l'obligation de décontamination a été promulguée, il y a des enjeux pour la décontamination du lot en lui-même, mais aussi des enjeux avec la contamination des lots adjacents. Il faut savoir que la pollution ne va pas se limiter aux limites foncières du dit espace, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où, par exemple, en 2001, il y a eu la fermeture d'une station-service dans un quartier de Montréal. Le terrain a été décontaminé, puis il y a eu une construction d'immeubles multilogements sous la forme d'une copropriété qui a été faite en 2002. En 2023, le lot juste à côté, donc l'immeuble d'habitation qui paraît un petit peu plus vieux sur la photo. En fait, il y a des propriétaires qui ont décidé de vendre une partie de l'immeuble, puis ils ont mené des investigations pour connaître la qualité des sols, etc. Ils se sont rendus compte en fait que l'ensemble du lot était contaminé et entièrement pollué par la station-service qui était là auparavant. Donc, ces enjeux de décontamination, c'est un coût, c'est des délais longs, mais c'est aussi cet aspect du foncier, où on est obligé de décontaminer le lot, mais on n'est pas obligé de décontaminer les lots adjacents qui peuvent être concernés par tout ça. Il y a aussi d'autres défis à la transformation. Tout d'abord, la capacité des municipalités à saisir les opportunités de maîtrise foncière. La municipalité, elle n'a pas toujours la capacité financière de pouvoir acheter le lot, puis de pouvoir l'occuper en vue de sa reconversion. Également, elle n'a pas nécessairement la possibilité de faire valoir son droit de préemption. Par exemple, dans le cadre d'une vente rapide ou d'une vente directe, la municipalité en fait, va pas pouvoir se positionner pour pouvoir acquérir le lot qui les intéresse. Il y a aussi la question de bâtir le bon projet au bon endroit. Là, on a vu qu'il y avait plusieurs manières de reconvertir une station-service. Il faut que ces projets-là s'intègrent en fait à un projet urbanistique qui incarne une vision stratégique du devenir de la collectivité. En fait, on veut orienter le développement du territoire pour répondre à différentes crises, les crises du logement, la crise climatique, les enjeux de financement des municipalités, etc. Donc, il faut tenir compte de la forme et du caractère du territoire, de la croissance attendue, des défis, des orientations de développement de la municipalité, etc. Ce qui fait qu'il ne faut pas y aller avec des projets à la pièce, mais il faut bâtir les bons projets aux bons endroits pour prendre conscience des enjeux locaux et holistiques de la ville et intégrer le tout dans un développement stratégique du territoire. Le dernier aspect, c'est l'acceptabilité sociale. Tout changement de milieu de vie vient susciter des attentes, des craintes de la part de la population, puis il est important d'accompagner le changement en ouvrant le dialogue avec ces personnes pour passer d'une posture d'opposition à une posture de collaboration. L'acceptabilité d'un projet, elle ne réside pas dans le fait que ce soit un bon ou un mauvais projet, elle réside dans le processus démocratique qui l'entoure et dans l'intégration de ce projet-là au contexte culturel et économique du moment. Et je vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup, Benjamin. Ainsi qu'à nos deux premiers panélistes, donc Sylvain et Gabriel. Vos présentations ont vraiment permis donc, vraiment une compréhension assez étendue des enjeux, allant à la fois de la théorie jusqu'au cas de figure. Donc, il y avait vraiment un objet très particulier, la station-service, puis je suis certaine que ça va mettre la table pour avoir une période d'échange très intéressante. Donc, on va maintenant passer à cette période de questions pour laquelle on va avoir environ une vingtaine de minutes. On a déjà reçu quelques questions, mais sachez que vous pouvez continuer à nous en transmettre à travers l'outil de discussion et ce, tout au long de la période de questions. Donc, je commence avec une première question. J'ai l'impression qu'elle était davantage adressée à Gabriel, mais si jamais les autres intervenants, vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez surtout pas. Donc, entre la reconversion et la densification, que devrions-nous faire des bâtiments très peu denses et non patrimoniaux à proximité d'infrastructures lourdes de transport en commun?
mais qui ne peuvent pas être densifiés en raison de leur implantation ou de leur forme. Est-ce qu'on les conserve tels quels parce qu'ils ne peuvent pas être transformés, ou bien est-ce qu'on les remplace par un projet plus dense? Merci. Je pense que c'est vraiment une question qu'il faut approcher au cas par cas. Donc, dans la question, on mentionnait que le bien n'était pas nécessairement patrimonial. Euh, Au-delà d'être patrimonial ou pas, je pense que chaque projet existant a une certaine valeur. Donc, l'analyse patrimoniale peut permettre de mettre de l'avant cette valeur-là, puis de savoir comment on intervient stratégiquement sur un bâtiment. Après, si on réalise qu'il n'y a pas de valeur patrimoniale, euh, comme Sylvain, tu mettais de l'avant, je pense que la démolition devrait toujours être notre dernier réflexe, même si en Amérique du Nord, c'est souvent notre premier réflexe. Euh, donc, de voir s'il y a des alternatives, justement, en passant par de la densification douce, donc en densifiant soit le reste du terrain, puis en voyant comment l'infrastructure de base peut contribuer à ces nouveaux ajouts. Mais ouais, toujours voir comment on peut travailler avec l'existant puis de bonifier. Vraiment, la démolition, à mon sens, devrait être notre dernier recours. Sylvain, je vous laisse compléter. Oui, je veux bien. Alors, je vais plutôt insister en reprenant les termes de Gabriel. Ça me semble vraiment important. En fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut qu'on sorte des applications de principe pour regarder de façon située. Là, je crois qu'on a un double regard dans la question. Il y a un regard sur la parcelle, l'objet bâti, non patrimonial, mais sans capacité de densification. Et il y a un regard sur l'espace urbain et notamment sa localisation stratégique à proximité d'un espace de transport. L'arbitrage, il doit être fait en fonction de ce champ-là. On pourrait rajouter que cet arbitrage, c'est pas nécessairement un arbitrage technique, c'est pas Excel qui décide, c'est pas forcément dans une sombre salle de réunion. Ça peut être aussi un vrai sujet de démocratie locale, d'échange local et de discussion, et donc de participation, de dire peut-être qu'on n'est pas sur un patrimoine référencé, mais on l'a dit, c'est un patrimoine parce que c'est déjà du bâtiment. Ça fait partie de notre héritage carbone. Mais il peut y avoir aussi des attachements locaux. Ça peut être un élément qui est peut-être pas emblématique du quartier, mais les habitants peuvent y être attachés. Donc attention à tout ça. Mais en tout cas, sortons du réflexe de la démolition par défaut, mais sortons aussi de cette question d'une application de principe. Où il faudrait tout à coup passer de l'un à l'autre, à on garde tout, on ne démolit rien. Voilà. La transformation est une piste, on l'a vu avec Benjamin, on peut aussi transformer même des bâtiments tellement fonctionnels, techniques et commerciaux que des stations-service. Ils peuvent aussi avoir une seconde vie, mais pas nécessairement. Et l'option de la démolition, donc ce que j'appelle le recyclage d'espace, ces options de démolition-reconstruction, peut être tout à fait intéressant parce que le bâtiment n'a pas de futur, mais surtout parce que le site et le positionnement peut être tellement stratégique qu'il vaut mieux en passer par là, de façon à amener notamment une offre de logement ou autre. Donc, il n'y a pas d'application toute faite, il n'y a que des sujets particuliers, localisés. C'est peut-être ça la nouveauté. La vraie nouveauté, c'est on sort des réflexes et des réponses toutes faites et on rentre sur des débats locaux. Merci beaucoup pour vos réponses. J'enchaîne avec une prochaine question qui est précédée d'un commentaire. Donc, un participant mettait de l'avant que la reconversion de tous les bâtiments patrimoniaux en logements ne devrait pas être systématique, surtout pour des infrastructures comme les églises, les marchés, les gares ou les anciens cinémas, qui ont été des lieux publics ouverts à tous. Et donc, si ces endroits sont transformés en logements, bien, on vient perdre un peu ce caractère public-là. Et là, j'en viens à la question qui suit. Comment est-ce qu'on peut garantir que la reconversion de certains bâtiments patrimoniaux en logements va préserver l'accès public et la fonctionnalité communautaire initiale de ces infrastructures? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Moi, je peux lancer juste de façon introductive parce qu'après, je pense que ça fait partie de débats pour le coup locaux et quelque part culturels et donc je vais pas me positionner là-dessus, mais juste une attention, on ne transforme pas n'importe quel bâtiment en n'importe quoi.
il y a vraiment, on a tendance à dire, bah, c'est déjà bâti, donc on peut faire. Et notamment, l'usage en termes de logement est extrêmement exigeant en termes d'épaisseur bâtie, en termes de lumière, de visibilité, etc., etc. Donc, euh, typiquement, dans ce qu'on voit, ça existe, hein, les équipements publics dont on parle, qui peuvent être transformés en logement. Il y a des cas, c'est plutôt des exceptions, hein. On est plutôt dans des équipements publics. C'est une église qui va se transformer en espace de travail, en supermarché, en boîte de nuit, qui restent des espaces publics, hein, par ailleurs, des lieux publics, quoi qu'il en soit, mais c'est plutôt des équipements publics, des bibliothèques, des librairies, etc., etc. Donc, les cas de bâtiments publics reconvertis en logements sont relativement rares. On va être plutôt sur des bâtiments plus petits, plus modestes et surtout dans lequel on a moins de problèmes, notamment associés à la lumière. Une fois cette réserve-là faite, je vais laisser parler l'expert. Merci, Sylvain. Ben, tu sais, d'entrée de jeu, je dirais que je partage un peu cet avis-là, là. Généralement, quand on accompagne pour des projets de reconversion de, de lieux qui sont au centre de communautés, les deux premiers réflexes, c'est pourquoi on démolit pas, puis le deuxième réflexe, c'est est-ce qu'on pourrait faire du logement là-dedans? Euh, Puis effectivement, il y a des bâtiments qui se prêtent très, très mal à la création de logements. Les églises de son, il y a des cas où on l'a fait, euh, mais c'est ça, c'est assez complexe, puis c'est pas nécessairement la typologie la plus adaptée à ça. Euh, pour déterminer les projets, nous, l'approche qu'on a, c'est plus de s'inscrire dans une continuité historique, donc de faire des liens entre le passé et le présent. Puis ça se fait via une étude patrimoniale qui permet justement de mettre en valeur l'histoire du bâtiment, puis de voir c'est quoi les valeurs patrimoniales, puis comment on peut les mobiliser dans un projet futur. Puis après, c'est de consulter la population justement pour connaître plus précisément c'est quoi les besoins. C'est certes, le logement est un besoin, mais à quel autre besoin un bâtiment d'ordre public pourrait servir. Dans un cas, par exemple, où on viendrait à sélectionner un usage résidentiel pour un bâtiment comme une église ou, par exemple, un bâtiment industriel là, qui se prête souvent mieux là, pour des lofts, par exemple. Mais je pense que le moyen de, de, de faire un pont entre l'usage public qu'a le bâtiment dans son ADN et son nouvel usage, ça serait de prévoir des espaces justement qui sont soit complètement publics ou soit accessibles du moins là, pour ne pas donner l'impression à la communauté qu'on vient privatiser à 100% ces lieux-là. Donc voilà. Oui, merci, tout à fait. Je pense que c'est des nuances très intéressantes de rappeler. Puis on le voit surtout avec en tout cas, on le voit dans des projets là, récents. Donc, on le voit de plus en plus qu'il y a ces espaces-là qui sont intégrés justement au projet de logement. Donc, d'avoir des cuisines collectives ou des espaces de partage pour des activités ou des ateliers là, même qui sont offerts pour les résidents. Mais on peut aussi penser que ce soit offert aux citoyens là, qui habitent proche du projet. Une prochaine question adressée davantage à Sylvain par rapport à l'obsolescence programmée des infrastructures et des espaces urbains. Est-ce que l'obsolescence programmée, elle est assez connue par les donneurs d'ouvrages? En fait, est-ce que c'est assez connu que l'obsolescence programmée, que ça existe en fait dans ce domaine, à la fois pour les bâtiments, mais aussi pour les espaces urbains? Alors, dans l'obsolescence programmée, il y a plusieurs définitions. C'est souvent compris comme le fait d'avoir programmé un objet pour qu'il s'autodétruise, hein. Donc, une démarche volontaire. C'est pas la définition officielle, hein, de l'obsolescence programmée. Dans l'obsolescence programmée, c'est plutôt une forme de mauvaise conception dans laquelle on n'a pas pensé, on n'a pas pensé à la pérennité de l'objet et qui va finalement le condamner à terme. Mais il n'y a pas nécessairement une volonté de nuire au début. Je pense qu'on a aujourd'hui la perception dans le monde des décideurs, mais notamment par défaut, par accident,
du fait que nos infrastructures et les infrastructures urbaines sont soumises à des obsolescences techniques, notamment par défaut de maintenance. Hein. Le fait d'entretenir le patrimoine, que ce soit par exemple les ouvrages d'art, les ponts hein, ou les routes. Alors j'allais dire aux États-Unis, mais il y a des problèmes similaires au Canada, hein, sur lesquels on voit qu'on a investi dans de l'infrastructure sans gérer. Hein, on a des scandales importants sur les réseaux d'eau potable aux États-Unis, etc., etc. Le décideur public réalise qu'en fait, c'est pas juste un investissement et puis après c'est bon pour une durée de vie. Non, c'est un investissement et c'est de la gestion et de la maintenance en fait. Et si on fait pas, on a une dégradation qui est associée. Cette appréhension, elle est assez nouvelle, assez récente. Elle s'est fait plutôt par accident. Hein, et aujourd'hui, pour le décideur, c'est beaucoup plus valorisant de venir inaugurer un nouvel équipement, donc d'investir dans quelque chose de neuf, que de venir simplement entretenir un réseau. Entretenir un réseau, c'est faire un an de travaux, ouvrir la route, changer les tuyaux qui sont sous la route. Et puis reboucher la route. Et puis à la fin, au début, les gens avaient de l'eau, à la fin, ils ont de l'eau. C'est embêter tout le monde pendant un an et il n'y a aucun gain politique. Donc voilà, c'est toujours compliqué de se dire qu'il faut qu'on investisse pour faire durer. Or, c'est la clé aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas des nouvelles infrastructures, c'est vraiment investir pour faire durer ce qu'on a avant de penser à la suite. Ce qui me semble beaucoup moins pris en compte, donc ça, c'est déjà un problème, mais ce qui me semble beaucoup moins pris en compte, c'est une logique d'obsolescence en termes d'usage associée au changement de mode de vie. Par exemple, les bureaux. Hein, on voit bien que les bureaux, les modes de travail changent, la localisation des bureaux, on a une forme d'obsolescence accélérée hein, qu'on vit directement sur les bâtiments de bureaux. Et on voit bien que là-dessus, on a un patrimoine de friche qui va apparaître hein, très rapidement et partout dans le monde. C'est déjà le cas. Hein, on va bientôt passer la barre en Île-de-France, donc dans un secteur très attractif, dans lequel il y a beaucoup de sièges d'entreprises autour de Paris. Hein. On va bientôt passer la barre des 5 millions de mètres carrés. Vous ferez la traduction vous-même en pieds carrés. Hein. J'y arrive pas, moi. Mais donc des surfaces qui sont croissantes, qui vont très très vite. Donc obsolescence d'usage et puis obsolescence climatique. Et on a du mal à réaliser combien aujourd'hui on construit des bâtiments qui passeront pas le cap des 10 ou des 20 prochaines années, ou des espaces publics, hein, et sur lesquels on a, j'ai pu travailler sur l'apprentissage sur un gros projet d'espace public dans une métropole régionale, sur lequel il y a eu beaucoup d'efforts pour faire un espace végétalisé, etc., quelque chose de qualité, mais un effort qui a été fait à partir de 2019. Et on voit bien que derrière, il y a une pandémie, il y a un changement de mode de vie et l'espace public est livré en 2024 et il paraît déjà obsolète en fait. Parce que c'est pas assez végétalisé, parce qu'il n'y a pas assez d'espace désimperméabilisé, parce que la question des usages, et puis il n'y a pas assez de souplesse, etc. Finalement, il lui manque le doute, il lui manque la modestie de laisser des futurs ouverts et d'être évolutif. Donc, pour le coup, cette obsolescence d'usage et cette obsolescence climatique aujourd'hui, elle est globalement pas prise en compte. C'est pas une question de décideur, elle vient re-questionner tous nos processus de projet. Comment on fait des projets, comment on passe des années à faire des projets bâtis ou des espaces publics pour venir les réinterroger juste 10 ans après. On ne sait pas trop faire. On sait faire du 50 ans, ou on sait faire du 2 ans, on sait faire du temporaire ou du définitif. Mais cette maille intermédiaire, elle est absolument stratégique et on a encore du mal à la mettre en œuvre. Oui, donc encore, il y a de la place pour de l'innovation de ce côté-là. Est-ce qu'un des deux autres panélistes voudrait compléter sur l'obsolescence de l'usage? Il n'y a pas de problème. Je vais enchaîner avec une autre question, dans le fond, par rapport au contexte plus québécois. Un des plus gros projets de requalification à venir est celui du site de l'Hôpital général de Québec, dans lequel on va trouver des CHSLD sur place, mais également une diversité de bâtiments, ce qui va faire en sorte que ça va être difficile de venir additionner des nouveaux bâtiments à cette infrastructure-là déjà en place. Les sœurs veulent céder le site pour une vocation sociale et communautaire en continuité avec l'héritage médical des Augustines, donc qu'on a déjà vu à Québec également. Donc là, on peut peut-être se tourner vers ce qui se fait en France pour s'inspirer notamment des méthodes de financement. Comment les projets de requalification de sites patrimoniaux se font-ils financer en France? Est-ce que, Sylvain, vous auriez une première piste de réponse à ce sujet-là? C'est très variable. Hein, c'est très variable. Après, on a une logique de projet urbain
et des opérateurs intermédiaires qui sont pas présents à ma connaissance au Québec, hein, qui sont des opérateurs publics qui vont intervenir à des échelles larges, à l'échelle d'un quartier, si vous voulez, et qui ensuite vont vendre par petits bouts, hein, par morceaux, à des opérateurs qui vont construire des bâtiments, qui seraient l'équivalent de développeurs chez vous, mais qu'on appelle des promoteurs. Mais cette échelle intermédiaire du quartier est souvent maîtrisée par la puissance publique. C'est pas la collectivité, hein, c'est ni l'État ni la municipalité, mais c'est des outils opérationnels de la municipalité avec une légitimité de service public qui est là, ce qui peut permettre d'intercepter de la valeur, de faire ce qu'on appelle des péréquations, c'est-à-dire de vendre des bouts avec des rentabilités importantes de façon à financer le reste, financer du logement social, du logement abordable, des espaces publics ou la réhabilitation patrimoniale. Mais on voit bien que dans ces opérations-là, on a une question d'équilibre et de valeur, c'est-à-dire comment à un moment on a des programmes qui viennent payer le reste. Quoi qu'il en soit, cette échelle du projet urbain permet de faire des transferts financiers de façon intéressante. Donc, un usage paye un autre. Elle permet aussi d'avoir une cohérence d'ensemble qui est extrêmement importante avec des formes de coordination de l'action de plein d'acteurs. Donc, c'est des acteurs privés qui souvent construisent, deviennent propriétaires, mais il y a une coordination très, très fine qui est faite par l'acteur public. On va retrouver un peu ces logiques autour des TOD, des Transit Oriented Development en Amérique du Nord, mais avec une posture de la puissance publique qui est beaucoup moins présente à cet endroit-là. Quoi qu'il en soit, on a des surcoûts, et aujourd'hui, on a une partie de ces surcoûts de la pollution des sols, ça a été cité, de la remédiation de la pollution, du patrimoine ou de la pollution des bâtiments avec la présence d'amiante, par exemple, une partie de ces surcoûts qui font l'objet de subventions publiques par l'État ou par les collectivités locales. Et puis, on a des projets qui sont bloqués, tout simplement, parce que on dit que c'est du patrimoine, mais on n'a pas de programme en face qui permettent de financer. Il y a énormément de projets bloqués. Là, j'enchaîne avec une prochaine question. Ah, vas-y, Gabriel, si tu veux compléter. Oui, en fait, ça va être très rapide, là, mais moi, quand j'avais documenté mon cas anglais, ce que j'avais remarqué aussi, c'est que là, on n'est pas en France, évidemment, on est en Angleterre. Mais du côté anglais, le financement se fait beaucoup plus par des dons. Donc, on va essayer de rallier des grands donateurs ou des institutions à notre projet. Puis, c'est comme un réflexe systématique. Puis, un peu comme Sylvain, tu disais, en Angleterre aussi, on a des institutions publiques qui sont financées puis qui sont indépendantes puis qui, elles, viennent distribuer l'argent, donc évaluer les projets, puis en cas de besoin, vont être en mesure de voir où est-ce qu'on injecte un peu plus d'argent, où est-ce qu'on en injecte un peu moins. Mais nous, on aime bien les impôts en France. Donc... Benjamin, est-ce que tu aurais un élément pour compléter? Oui, moi, ce que je voulais dire également, c'est par rapport au financement, c'est d'aborder aussi la reconversion de ce type d'infrastructure qui est quand même très grande, très volumineuse, avec une pluralité des usages. La pluralité des usages va multiplier le nombre de bailleurs potentiels, mais aussi la résilience du projet dans le temps, plutôt qu'y aller avec un très gros projet pour reconvertir l'ensemble des pieds carrés disponibles, qui peut être confronté à des problèmes de financement, qui va être très long à mettre en place dans le temps, avec une vacance des locaux pendant de longues périodes, donc une détérioration aussi du bâtiment qui sera laissé vide pendant très longtemps. On peut y aller avec plein d'usages différents qui sont complémentaires, qui permettent la mise en place d'un milieu de vie qui est complet et qui permettent aussi des occupations successives de l'espace et donc sa préservation avec son entretien régulier, le chauffage, etc. Merci beaucoup, Benjamin. J'ai l'impression que ça fait appel à une grande créativité là, pour être capable de mener tous ces projets-là, puis être sûr d'aller chercher le potentiel de chacune des infrastructures qui fait l'objet de ces transformations. Je vais terminer avec une dernière question pour les trois panélistes. Donc, on le remarque tous les jours, les transformations des milieux urbains vont susciter énormément de débats sur la place publique. On va parler d'opposition citoyenne, de pas dans ma cour, de référendum citoyen.
Puis on peut se demander si les transformations dont on parle aujourd'hui, donc des infrastructures urbaines obsolètes, suscitent elles aussi des débats comme ça, puisque la transformation des infrastructures prend place sur des lieux qui sont déjà connus, qui sont déjà fréquentés ou même qui sont déjà admirés, donc envers lesquels la population peut déjà avoir un sentiment même d'appropriation ou un sentiment d'appartenance. Donc, est-ce que, selon vous, c'est plus complexe d'initier la transformation de ces infrastructures-là, compte tenu qu'elles font déjà partie du paysage quotidien, ou bien à l'inverse, est-ce que c'est plus facile puisque leur désuétude appelle une transformation encore plus nécessaire et même demandée par moment par la population? Je vais peut-être y aller pour briser la glace. Parfait. Tout dépend vraiment du contexte. Dans la présentation, je vous ai présenté 2 cas. Le premier cas, c'était Val-des-Sources. Il faut savoir que dans les années 2010, Val-des-Sources s'appelait asbestos, qui veut dire en anglais amiante, et qui en dit long sur le rôle central en fait de l'usine de production d'amiante, puis le puits d'amiante qui a été creusé dans la ville. Toute la ville a été tournée vers cette industrie-là jusqu'à très récemment. Donc, il y a eu tout un débat, tout un enjeu sur le changement de nom, sur le changement d'usage de ce site industriel majeur au Québec. Puis, il y a eu beaucoup aussi de réticence de la population, etc. Puis, la clé, ça a vraiment été de parler avec la population, d'intégrer cette population au processus de changement qui a permis, en fait, à ces gens-là de faire un petit peu le deuil de ce qui a été asbestos pour aller vers Val-des-Sources, qui est un nouveau projet de vie, un nouveau milieu de vie. Dans le même registre, le bâtiment de 64 logements que j'ai présenté qui a remplacé une station-service avec le petit parc, les logements, etc. Ça fait partie des accompagnements de Vivre en Ville dans le cadre du projet qui s'appelle Oui dans ma course sur l'acceptabilité sociale. Puis ça aussi, ça a été un dialogue avec les populations locales pour désamorcer en fait les effets d'opposition, parce que souvent on est opposé à un projet parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui va advenir de notre milieu de vie, des changements qui vont impliquer ces modifications, etc. Puis la clé ici aussi, ça a été la collaboration, la concertation citoyenne, etc. Donc, parler avec le citoyen, pas dans une posture de voilà ce que nous on veut faire, mais vraiment de dialogue, d'échange, c'est une clé de réussite dans le cadre de la reconversion. Oui, très bien dit. Sylvain ou Gabriel, je vous inviterai à compléter Bah, très, très brièvement si jamais il y a quelque chose. je veux bien amorcer très brièvement pour dire que, en fait, en effet, ça dépend, mais dans tous les cas, on a des attachements et il faut y être attentif. Et les attachements peuvent être extrêmement discrets. Ça peut être juste la voisine, ça peut être. Et je vais juste finir et me taire ensuite en citant Catherine Boisclair, que je cite dans mon bouquin, donc de Vivre en ville. Parce que je pense que sa phrase, elle est vraiment clé. On savait que la crise climatique, la crise de la biodiversité et la raréfaction des ressources allaient amener des bouleversements. Mais les gens ne savaient pas que ça irait jusqu'à changer la vue depuis la fenêtre de leur chambre à coucher. On bouleverse le quotidien, on bouleverse les milieux de vie par des petits gestes, et on ne peut pas, nous, professionnels, maîtriser et comprendre l'ampleur de tout ça. Donc, soyons sur une démarche d'enquête et d'écoute avant tout, et on s'aperçoit que quand on entend, bien souvent, on arrive à expliquer, et bien souvent, les choses se font. Merci à vous, en tout cas. Très bien dit. Gabriel, un dernier mot ou on se laisse comme ça? Ben, Vas-y. peut-être par rapport à la question, juste pour rebondir, j'ai l'impression aussi que le contexte dans lequel on va un peu changer la réponse par rapport à une reconversion. Par exemple, dans des milieux plus petits là, où la population est moins grande, souvent la reconversion va avoir un effet direct sur les taxes. Fait qu'il va avoir comme, malgré un attachement, il va avoir souvent de facto une certaine montée de bouclier. Mais après, comme Benjamin l'a dit, en montrant les bienfaits de la reconversion, puis en consultant la population, c'est sûr qu'il va y avoir quelques personnes qui vont rester campées dans leur position, mais on est capable de rallier la majorité à ces beaux projets-là. Merci, Gabriel. Donc, c'est malheureusement ici qu'on va devoir mettre fin à la période de questions. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont soumis des questions. Désolée de ne pas avoir eu le temps de toutes les prendre. Donc, je remercie à nouveau nos 3 panélistes d'aujourd'hui, Sylvain Grisot, Gabrielle Laferrière et Benjamin Declercq, pour leur temps, également pour leurs réflexions et les réponses qu'ils nous ont amenées aujourd'hui.
Avant qu'on se quitte, j'ai une série d'informations à vous partager. Donc, d'abord, on va vous inviter à remplir ce très court sondage qui devrait apparaître à l'écran dans quelques instants. Puis ça devrait vous prendre pas plus que 30 secondes d'y répondre. Donc, je vous laisse un petit moment pour faire ça. On voit en temps réel, c'est pas. C'est vrai qu'on voit tout ce qui se passe. Puis pendant que les participants finissent de compléter le sondage, vous pouvez garder un œil ouvert sur l'outil de discussion. Donc, vous allez recevoir à l'instant plusieurs liens et ressources partagés par les différents panélistes. Donc, vous allez d'abord recevoir le lien vers le dernier livre de Sylvain Grisot, Redirection urbaine sur les chantiers de l'adaptation. Puis pour rappel, donc ce livre-là, il y a eu un élément dans le chat là, plus tôt qui a été partagé pour avoir un code d'accès particulier pour le livre. Puis Sylvain publie aussi une infolettre hebdomadaire, donc avec l'équipe de Dixit.net, sur des sujets et projets inspirants comme on en a entendu parler aujourd'hui. Donc le lien va vous être partagé à l'instant. Puis, on vous partage aussi le lien vers la coopérative Passerelle au sein de laquelle travaille Gabrielle. Donc, si vous voulez aller en apprendre davantage sur les différents services ou les accompagnements qui sont possibles. Je vous invite également à nous joindre à nouveau la semaine prochaine pour un autre webinaire. Donc, le 26 mars prochain, je pense que c'est mardi, le webinaire Plan climat s'ancrer sur le territoire va mettre l'accent sur les démarches réalisées par des municipalités engagées dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Donc, le lien va vous être partagé pour vous inscrire. Vous avez encore le temps de le faire d'ici à mardi prochain. Puis finalement, j'en profite pour vous convier au rendez-vous annuel de Vivre en Ville. Donc, le rendez-vous collectivité viable qui aura lieu le 12 juin à Montréal et en virtuel et qui va porter cette année sur l'équité territoriale. Les inscriptions pour l'événement sont maintenant ouvertes. Le tarif hâtif est disponible jusqu'au 14 avril. À l'occasion de cette édition, l'accent va être mis sur le rôle central que jouent les milieux de vie dans la lutte contre les inéquités en suscitant des réflexions sur les transformations nécessaires face aux crises sociales, mais aussi aux crises climatiques. Donc, l'événement est également une occasion de créer des rapprochements entre les acteurs et décideurs qui œuvrent à l'aménagement du territoire et les personnes et organismes qui luttent quotidiennement contre les inéquités au sein de leur communauté. Donc, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc, merci encore à tous les participants d'avoir été actifs, d'avoir posé des questions. Merci d'avoir été présents surtout. Et merci encore une fois à nos 3 panélistes pour leurs interventions. Je vous souhaite donc une belle fin de journée. Merci à tous.